Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité qui décrypte l'actualité politique sur ESAE TV tous les dimanches. Chers amis internautes, ce dimanche, je reçois pour vous Jacques Migan. Il est juriste de formation, ancien bâtonnier, il est acteur politique, membre du bureau politique du parti politique Bloc Républicain. Avec lui, nous essaierons d'apprécier les performances des différentes formations politiques aux législatives du 8 janvier dernier, notamment le dimanche passé. Nous essaierons également de commenter les résultats obtenus, les résultats sortis des urnes avec Jacques Migan. Nous essaierons également de voir quel avenir subsiste aujourd'hui pour le parti politique Bloc Républicain au regard du score que cette formation politique a obtenu à l'issue des élections législatives du dimanche 8 janvier dernier. Jacques Migan, bonjour. Bonjour, monsieur Kader. Merci d'avoir accepté une fois encore l'invitation. Merci d'être là. C'est vrai que vous avez eu un voyage, mais vous êtes avec nous ce matin pour commenter l'actualité. Vraiment, j'en suis très reconnaissant. Je vous en prie, monsieur Kader. Alors, Jacques Migan, les élections législatives tant attendues, elles ont été objet de préparation par les acteurs politiques de divers bords, notamment de l'Union progressiste, le Renouveau, du Bloc républicain et d'autres formations politiques. Aujourd'hui, nous avons les résultats de ces élections-là. La Cour constitutionnelle, elle a tranché. Seul juge du contentieux électoral, en tant qu'acteur politique, quelle est votre appréciation sommaire et expéditive de ces élections-là? Mais écoutez, si vous me le permettez, monsieur Kader, je voudrais avoir une pensée pour un des militants du Bloc républicain qui nous a quittés le 31 décembre dernier, M. Zosso Carmel, mon petit comme j'aime l'appeler, qui nous a quittés dans des conditions troubles. Je voudrais que le miséricordieux l'accueille avec beaucoup d'amour et qu'il sache que jamais je ne l'oublierai. Jamais je l'oublierai. Et je voudrais, si vous me le permettez aussi, que cette émission lui soit dédiée. Voilà ce que je peux vous dire en ce qui le concerne. Maintenant, pour réagir, répondre à vos préoccupations, vous savez, les élections que nous venons de réaliser, que le peuple béninois a réalisé, je voudrais qu'on sache qu'il y a des rappels à faire. Des rappels parce que, en 2016, lorsque le président Patrice Talon est arrivé, sa première préoccupation, c'est la réforme qu'il a entamée. Parce qu'à l'époque, nous l'avions dit, répété, mais c'est le moment de le confirmer, de confirmer que cette réforme qui consistait à revoir nos systèmes partisans, plus de 200 partis et mouvements, M. Patrice Talon a voulu qu'on arrive à 2 ou 3 partis de dimension nationale. De dimension nationale et non locale ou régionale qu'on avait auparavant. Et les élections, ou je dirais les résultats du 8 janvier dernier, prouvent à aisance que
cette réforme a réussi. C'est la consécration de cette réforme. La consécration après 3 élections majeures, celle de 2019, de 2020, de 2021. Et il est clair aujourd'hui qu'il existe dans notre pays 3 grands partis politiques. L'UPR, le Bloc républicain et les démocrates. Et les résultats, je dirais, des élections constituent une victoire, je dirais une victoire éclatante pour le président Patrice Talon. Il est tout à fait normal que les démocrates entrent à l'Assemblée nationale. Ce qu'on avait connu en 2019. Pourquoi vous estimez que ce sont les démocrates? Pourquoi pas le mouvement populaire de libération? Pourquoi pas Force Coalition? Vous savez, les démocrates auraient pu, depuis 2019, mais n'ont pas respecté les formalités à remplir. Je réagir à vos préoccupations. Oui. Je voudrais tout simplement dire les démocrates parce que c'est un parti qui est soutenu par l'ancien président de la République, M. Boniaï, qui a un électorat soutenu par les militants de M. Adiavon Sébastien, soutenu par les anciens de la Renaissance du Bénin, et puis il faut le reconnaître, par d'autres qui sont mécontents pour des raisons ins. Donc quand vous prenez tout cela, ils se sont retrouvés dans le parti Les Démocrates. Mais ce qu'il faut noter... Est-ce que ça essaie de votre sanction? Est-ce que les performances obtenues par les démocrates, notamment à Cotonou et environ, est-ce qu'on peut dire que ce qui a été effectué le 8 janvier dernier, c'était un vote sanction? Sanction vis-à-vis de qui? Pour qu'on puisse parler de sanction, c'est au vu des résultats obtenus. Or, les résultats que nous avions eus donnent à la mouvance présidentielle 81 députés et 28 à l'opposition, représentés par les démocrates, ceux qui seront bien entendu à l'Assemblée nationale. Donc, je ne vois pas là où il y a sanction. Au contraire, ce que je peux même dire, si on parle en termes de pourcentage de ceux-là qui constituent ces 81 députés à l'Assemblée nationale de la mouvance, ça fait 74%. Donc ce n'est pas un vote sanction, loin de là. Au contraire, je dirais satisfait à la mouvance présidentielle et je vais même plus loin pour dire au président Patrice Talon. C'est aussi un satisfait à la démocratie que certains ont cru à un moment donné que cette démocratie a déserté le forum depuis l'avènement du président Patrice Talon. Donc, les résultats du 8 janvier dernier, comme je le disais, prouvent aisément que la démocratie béninoise continue à mûrir, je dirais à mûrir, à grandir. Parce qu'on nous a dit que cette démocratie balbutinait ou a disparu. Non, c'est la vitalité même de la démocratie qu'il faut voir à travers les résultats du 8 janvier 2023. L'entrée des démocrates le justifie à aisance. Donc c'est ce que je tiens à dire. Donc les détracteurs nous ont dit démocratie au Bénin avec le président Patrice Talon a quitté les lieux. Non, c'est la preuve de la légitimité, de la légalité de ces réformes entreprises en 2016 par la 8e législature, à qui je tire un chapeau, parce qu'ils ont fait un travail formidable. C'est grâce à eux, puisque ceux qui avaient rejeté ces lois, j'entends par là, sur le système partisan, le code électoral, c'est à partir de ces lois qu'ils décriaient. Ces lois qui demeurent encore, qui ont permis à ces démocrates de faire leur entrée à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Alors aujourd'hui, avec l'entrée au Parlement, au sein de la 9e législature des démocrates, quels sont les enjeux politiques qui y concourent selon vous? Écoutez, les enjeux, nous aurons, puisque pour pouvoir comprendre le rôle que peut jouer tel parti ou tel autre à l'Assemblée nationale, c'est en fonction du nombre que vous avez comme député.
ils ne constituent pas la majorité, les démocrates. Ils ont 28 députés, soit le quart. Je ne vois pas en quoi ils pourraient bloquer les actions du gouvernement une fois que le besoin se ferait sentir, le demanderait, je dirais. Donc, à la rigueur, ils peuvent, avec le nombre qu'ils ont, constituer un groupe parlementaire. Mais en dehors du groupe parlementaire, nous pourrions, monsieur le journaliste, évoquer, avec la jurisprudence que nous connaissons, ils peuvent avoir un poste au niveau de la direction de l'Assemblée nationale, du bureau, je dirais, de l'Assemblée nationale. Mais en dehors de cela, je n'en vois point. Puisque ce qui est important, c'est que le gouvernement, lorsqu'il veut travailler... Il y aura désormais de véritables débats. Et les débats, bien entendu, au contraire, c'est ça qui va encore enrichir. Hier, il y avait débat, c'est ce que beaucoup ignorent. Lorsqu'ils étaient entre l'UP et le Bloc républicain, mais il y a eu débat. S'il n'y avait pas eu de débat, est-ce qu'on n'aurait point connu ces lois qui ont permis aux uns aux autres d'être aujourd'hui à l'Assemblée nationale? On disait monocolore. Aujourd'hui, ils sont 3, avec la présence de l'opposition. Donc, les débats vont encore s'enrichir. C'est ce qu'il faudrait voir. Des propositions. Qu'est-ce que nous entendons par débat? Nous œuvrons chacun aujourd'hui pour le développement de ce pays. Je souhaiterais que ces débats dont nous parlons, dont vous parlez, soient des débats constructifs. Nous avons accusé beaucoup de retard. Et depuis 1960, depuis l'ère du renouveau démocratique, c'est pour la première fois que le Bénin est en train d'entrer dans ce que j'appelle le véritable développement dans l'intérêt du bien-être du Béninois. Il serait bon qu'à l'Assemblée nationale, cette 9e législature, joue ce rôle. Que les débats soient constructifs, que les débats soient dans l'intérêt du développement du Bénin. Et je sais que cela se passerait ainsi. Mais l'essentiel pour moi, c'est de reconnaître, à travers ces élections du 8 janvier 2023, la victoire de la démocratie. La démocratie a gagné. La nation béninoise a gagné. Les Béninois ont gagné. Et comme je le dis, le président Patrice Talon a gagné. C'est grâce à lui. Il faut le reconnaître. À tout seigneur, tout honneur. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce point. Alors, par rapport, lorsqu'on prend parti politique par parti politique, est-ce que vous avez été surpris des performances obtenues par l'Union progressiste de renouveau? Est-ce que vous avez été surpris des performances obtenues par votre formation politique, le Bloc républicain? Est-ce que vous avez été surpris des performances obtenues par les démocrates? Lorsqu'on y vient cas par cas. Voilà. En ce qui concerne, je commence par les démocrates. En termes de performance, je dirais, comme je disais tout à l'heure, ils ont bénéficié des militants qui ont toujours cru à l'ancien président Boni Yayi. Ils ont cru en ce qui concerne, ils sont aussi composés, je dirais, des militants de M. Sébastien Adjavon, de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, et puis d'autres personnes qui, pour des raisons sont d'une région bien précise, il faut le reconnaître, osons le dire. Quand vous prenez le septentrion, surtout la 8e circonscription, c'est un fief, absolument, qui appartient aux démocrates. Et cela s'est vérifié. Quand vous prenez les collines, et surtout certaines communes, c'est une réalité. Ils croient au président Boni Yayi. Donc, qu'il vote massivement pour les démocrates, je ne suis point surpris. Mais il revient maintenant aux autres de faire le travail, à nous de faire le travail, puisque nous sommes aujourd'hui des partis nationaux. Et c'est-à-dire que nous devons créer les conditions prochainement pour occuper aussi ces zones, que ce soit la 8e circonscription, que ce soit tout ce qui touche les collines. Il nous revient de faire le travail pour aussi prendre des militants, des électeurs, je dirais, dans ces fiefs, dans ces zones. Donc, je ne suis point surpris que les résultats, et vous constaterez qu'ils ont eu... J'en viens. Quand vous laissez tomber ces deux fiefs, à Cotonou... À Porte-Novo, chez vous également? J'en viens. À Cotonou, ils ont
pris le maximum de sièges, les démocrates. N'oublions pas que c'est un siège cosmopolite. Mais il est question de langage dans cette circonscription de la 16e. Est-ce que les hommes qu'il faut étaient sur la liste? Là, c'est une question de liste. Mais là encore, c'est un fief. Honnêtement, je ne vous le cache pas, j'ai été très surpris du vote des démocrates. Parce que si des réalisations ont été faites, c'est surtout dans le littoral, qu'il y en a beaucoup. Je ne dirais pas, comme certains le disent, d'ingratitude. Non, mais je dirais, on ne peut pas bénéficier de tant d'attention du gouvernement et ne pas voter pour l'encourager. Donc c'est un travail qui n'a plus certainement été bien fait par ceux qui étaient sur ces listes-là. Des partis de la mouvance ou des autres partis? Des partis de la mouvance. Et c'est là où j'ai compris que le travail qui a été fait n'a pas été un travail de proximité. Pour expliquer tout le travail que le gouvernement, toutes les réalisations du gouvernement. Parce que tout est question de proximité. La campagne, comme je l'ai vu faire, n'est pas une campagne qui fait gagner. C'est une campagne, vous passez, vous repassez. Pierre qui roule n'amasse point mousse. On va vers le citoyen. On explique aux citoyens l'intérêt des actions qui sont réalisées. On lui explique et on recueille maintenant cette doléance. Est-ce que ce travail a été fait? Je ne crois pas. Là, c'est pour ça que lorsque vous parliez tout à l'heure de sanctions, ce n'est pas sanction du gouvernement, c'est la sanction par rapport à ceux qui sont candidats. Est-ce qu'ils ont joué le jeu? Est-ce qu'ils ont travaillé? Est-ce qu'ils ont parlé le langage, je dirais le langage, du citoyen de Cotonou? Est-ce qu'ils lui ont dit? Est-ce qu'ils l'ont écouté? Cotonou, attention, c'est un langage particulier. On ne parle pas un langage intellectuel à ces gens-là, à des compatriotes de Cotonou. On va vers on lui parle le langage. C'est un monde à qui il faut expliquer. Ils ne sont pas intellectuels tous. Tous ne sont pas intellectuels. Donc, il faut aller chez eux. Il faut rentrer dans leur maison. Il faut discuter avec eux. Il faut leur expliquer, voilà ce que nous avions fait. Voilà ce que nous entendons faire pour votre bien-être, pour améliorer votre condition de vie, que nous continuerons à faire. Et qu'est-ce que vous aurez voulu qu'on fasse d'autre? Mais les meetings, qui écoutent? Dans quelle langue? En français. Ils parlent français tous? Non. Ce qu'on aurait dû faire, c'est aller à leur rencontre. Hélas, cela n'a pas été fait. Mais ils n'ont fait qu'avec ceux qui... quand vous n'avez pas un interlocuteur qui vous explique qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions, on reste cantonné à ce qu'on savait, ce qu'on connaissait. D'où le vote qu'ils ont émis en faveur des démocrates dans le littoral. Porto Novo, oui. Permettez-moi de vous le dire. La 19e. La 19e. Mon parti. Et je commence là par mon parti politique. Vous avez campagne à leur côté. Mais écoutez, bien entendu, nous aurions pu, si nous avions écouté Jacques Migan, je me souviens avoir dit, le PRD n'aura pas les 10% pour être éligible. Ne le regardons pas en paria. Je l'ai dit encore, je l'ai dit il y a quelque temps ici même. Ne regardons pas le PRD en paria. Mais le renouveau avec le PRD, on a vu ce que ça a donné comme score. Mais ça a donné quand même. Mieux vaut encore ce qu'ils ont eu que rien du tout. Si on avait fait ce mariage avec le PRD, si on avait mis notre stratégie au service du PRD, ce que j'entends par stratégie, cette proximité, cette campagne de proximité, je crois qu'on aurait fait mieux. Et là, comme dans le littoral, nous avions péché. Nous avions péché, nous, en balayant d'un revers de main ce qui devrait être. On a cru qu'on était suffisant. On a cru qu'on pouvait faire seul. On a cru qu'on était encore entre nous, UP d'hier, 2019, et BR de 2019. Non. Justement, on a noté cette guerre entre l'UP et le BR jusqu'à la fin de la campagne. Vous savez, c'est logique, puisqu'on va aux élections. Deux partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement, alors qu'il y a d'autres adversaires comme le MPL ou Populaire Libération. Ce que vous dites est juste. Il y a eu cette guerre. Nous avons le MOEL, nous avons l'UDBN. Vous savez, je l'ai déploré, monsieur le journaliste. Je l'ai déploré.
Notre adversaire, ce n'est pas l'UP. R. Notre adversaire, ce n'est pas Moël. Notre adversaire, ce n'est pas l'UDBN. Notre adversaire, c'est comment créer les conditions pour avoir les électeurs. C'est aller vers les électeurs. Mais on se regardait en chien de faïence. On se tirait là-dessus. C'est de la mouvance. À cause des positionnements? Il y a des frustrations pour les positionnements? Vous savez, il y a beaucoup... Qu'est-ce qui a créé ce manque d'engouement des acteurs politiques à la campagne électorale? Bon, écoutez, j'ai beau expliquer, ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être que nous devons regarder le parti et non ceux qui sont sur la liste. Mais malheureusement, la maturité n'a pas encore pris le dessus pour comprendre qu'un parti politique, lorsqu'il compose sa liste, tout le monde doit voter pour cette liste. Nous sommes encore dans les frustrations lorsqu'on ne voit pas son nom. Nous sommes dans le rejet lorsqu'on ne voit pas son nom, parce que nous avions constaté, et c'est des feux qu'on a éteints partout en ce qui concerne le bloc républicain. Nous avions éteint plein de feux, je veux dire, de nos militants. Je prends le cas du 5e arrondissement, parce qu'il n'aurait pas eu de Porto Novo lorsqu'ils n'avaient pas eu ce qu'il fallait. Mais ils se sont rébellés. On leur a dit non. Pourquoi vous rébellez? Par rapport à qui? Pourquoi? Ce qui doit vous préoccuper, c'est le parti. Mais est-ce que quelque part, même si les acteurs politiques étaient fédérateurs des idéaux du parti politique, s'ils se retrouvaient autour de ces idéaux-là pour la campagne électorale, est-ce que les personnes posées sur les listes de candidature étaient ceux qui étaient en harmonie avec les électeurs? Là, c'est des choses que nous aurons à un moment donné à régler au niveau du parti. Harmonie, non-harmonie, nous avions toujours dit, pour être candidat, il faut remplir certaines conditions, certains critères. Savoir la disponibilité, le dévouement, la compétence, dévouement vis-à-vis du parti, compétence pour faire le job, mobilisateur. Or, est-ce que tous ces critères ont été pris en compte? Qui avions-nous vu sur les listes? Si on doit rentrer dans les détails, comme je l'ai dit, on aura l'occasion d'en parler à notre sein. On ne compose pas une liste sans la base. On ne compose pas une liste sans avoir discuté avec ceux qui vont voter. Alors, selon vous, la liste a été composée de façon unilatérale ou bien... Je ne dirais pas que ça a été composé, puisque ça s'est révélé, puisque certains n'ont pas compris comment, pour des raisons, ce n'est pas qu'ils contestent le fait de ne pas être sur la liste seulement. Ils disent, mais ceux-là, en quoi ils sont dévoués? En quoi ils sont compétents? En quoi ils peuvent mobiliser? En quoi ils constituent celui qui peut faire gagner le parti? Donc, c'est des préoccupations. Donc, ces frustrations également ont contribué au Il y a eu beaucoup de frustrations. Je vous dis, on a beaucoup réglé les problèmes de frustration que ce qu'on devrait faire. Et aussi, la méthode de campagne. Il faut que nous comprenions que la campagne qui consiste à faire des meetings avec les mêmes qui sont les militants des uns des autres, c'est terminé. Parce que vous remplissez un stade aujourd'hui, un lieu aujourd'hui, le lendemain, l'autre parti fera la même chose avec les mêmes. Alors que la campagne de proximité dont je parle toujours, c'est le corps à corps, c'est les échanges, c'est les discussions, c'est tout ce qui peut amener l'autre à comprendre ce qu'il ignore, ce qu'il ne sait pas. Et c'est de ça il est question. Et je rappelle tout le temps que si le président Patrice Talon a gagné les élections en 2016, c'est parce qu'il a privilégié la campagne de proximité. On ne se balade pas pour dire « je bats campagne ». Une pierre qui roule, je vous l'ai dit, n'amasse point mousse. Quand je vois certains leaders faire le tour du Bénin, au lieu de rester dans leur fief pour faire cette campagne de proximité, je me dis « mais qu'est-ce que c'est? Où allons-nous » Les résultats sont là aujourd'hui. Je parle de mon parti. Oui, du BR. Du BR. Oui. Que nous puissions, de 37 députés hier, c'est-à-dire lors de la législation, la 8e législation, avec 83 députés, nous sommes arrivés aujourd'hui à 28 députés. C'est bien cela. Bon, avec 109 qui seront à l'Assemblée nationale. Mais les résultats ne sont pas satisfaisants. Osons le dire. Les résultats ne sont pas satisfaisants, monsieur Kader. Je citais tout à l'heure sur le plan général ce qui s'est passé. Mais il y a eu trop de divisions
qui existent entre nous. Osons le dire, je continue à le dire, osons le dire. Trop de divisions. Et chacun a joué sa carte personnelle. Et se soucie fort peu, je dirais fort peu du soutien à la mouvance. Fort peu à la mouvance, monsieur. Et la direction est mouvante. La direction du bloc républicain, elle est mouvante. Elle est mouvante. Nous n'avions pas de ligne claire. Pas de ligne claire. Parce que chacun a fait ce qu'il voulait pour atteindre l'objectif personnel qu'il s'est fixé, M. Kader. Alors, dans ces conditions, on attend quoi comme résultat? Quelle discipline au sein du parti? Quelle discipline? Moi, quand j'observe ce qui se passe, je ne suis point surpris. De deux choses l'une. En ce qui concerne l'avenir du parti, ça, c'est une réalité. Oui, justement, concernant l'avenir, parce qu'à vous entendre, on a comme l'impression que le parti politique était allé participer à ces élections-là dans un état totalement comateux. Et donc, les performances, à vous entendre, ne vous surprennent pas. Non, je m'y attendais. Ça, je vous le dis. Je voulais que mon parti gagne. Mais quand j'ai vu, quand vous posez la question aux uns aux autres, quel est le projet du parti? Quel est le programme, je dirais, du parti? Posons la question, osons le dire. Certains le savent. Est-ce que tout le monde le connaît? Ceux qui sont candidats, est-ce qu'ils savent ce que c'est? Je disais tout à l'heure, je parlais de campagne de proximité. Mais pour aller à une campagne de proximité, il faut quand même un plan. Il faut quand même savoir ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire, ainsi de suite. Pensez-vous que les candidats, lorsqu'ils allaient à la rencontre des uns et des autres, avaient en main ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire? Parce que tout à l'heure, j'ai parlé en général de comment la campagne doit se faire sur le plan au niveau de la proximité. Mais ce qu'on a vu, je ne sais pas comment vous le dire. Alors c'est là où... Alors aujourd'hui, au niveau du BR, qu'est-ce qui s'impose très rapidement? Ce qui s'impose, il faudrait, comme vous le savez, je ne vous apprends rien. Ça, c'est une réalité. En 2019, M. Kader, nous avions perdu les élections législatives. En 2020, nous avions perdu les élections nationales et communales et municipales. Et aujourd'hui, nous perdons. Je ne vous apprends rien dans le domaine footballistique. Lorsqu'un entraîneur ne fait pas gagner son équipe, mais de deux choses l'une, soit il démissionne, soit lui-même, on le fait démissionner. En l'état. Est-ce à dire qu'on peut déduire de vos propos que vous souhaitez une démission du secrétaire général national Abdoulaye Tchani? Je le dis avec force. Et toute l'équipe. Je le dis avec force. Y compris vous. Mais écoutez, je fais partie du bureau politique. Mais la direction doit tirer les leçons. Parce que nous avions échoué. Et nous avions lamentablement échoué. Nous avions échoué. On tirait depuis sur la sonnette d'alarme. Mais nous n'étions pas écoutés. Est-ce qu'on a besoin de passer par ici pour continuer à dire? Plusieurs fois, nous l'avions dit, ce n'est pas nouveau ce que nous disons. Monsieur Kader, ce n'est pas nouveau. La démission s'impose. Et si la démission ne doit point se faire, c'est la deuxième solution. C'est-à-dire, il faudrait que le bloc républicain se fonde dans l'UPR pour que nous constituions un grand parti. Il faut qu'on ait un grand parti, l'UPR, le bloc républicain. Je dis bien maintenant, tout de suite, il faut qu'on aille vers ce grand parti, si tel est que nous devons changer de cap et que ceux qui sont là doivent rester. Je vous dis tout de suite les conséquences, parce qu'on ne peut pas avoir perdu 3 élections. Est-ce que vous serez véritablement pour une fusion avec l'UP Le Renouveau? Je suis, puisque je le dis, je le souhaite. Je le souhaite. Il faut que nous ayons un grand parti. Est-ce qu'au sein de ce parti politique où vous allez vous retrouver encore beaucoup plus nombreux, est-ce qu'il n'y aura pas davantage de frustration? De quelle frustration parlons-nous? De quelle frustration? Tout est une question de ligne, tout est une question... C'est-à-dire ceux qui ne se retrouvent pas positionnés, qui estiment qu'ils devraient être positionnés, et donc... Monsieur Kader, je vous ai dit tout à l'heure que la direction est mouvante. Aucune discipline. Moi, j'ai vu faire tout le temps. Tout va dans tous les sens. J'ai eu à le dire. Lorsque le secrétaire général, ici même, a fait sa tournée en solo, sans aviser même le bureau politique.
Je dis bien sans aviser le bureau politique. Lisez ce qu'il a dit hier, le secrétaire général, sa dernière phrase. Il a parlé des débats qui seraient faits, de fond. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il a reconnu implicitement. Il a reconnu implicitement. C'est dommage qu'on en parle ici. Tout simplement parce que quand vous sonnez sur la sonnette d'alarme et que vous n'êtes pas écouté, je vous ai dit tout à l'heure, nous avions fait des propositions pour que nous puissions former un grand parti avec le Bloc républicain et avec le PRD. Ça a été balayé d'un revers de main. Balayé, je vous dis, d'un revers de main. Il nous a été demandé à 3 personnes contacter le président de ce parti. Nous l'avions fait. La suite, nous la connaissons. C'est l'UPR qui l'a réussi. C'est l'UPR alors que nous avions dit, si nous ne le faisons pas, nous ne menons pas cette démarche, c'est l'UPR qui le ferait. Et l'UPR a sauté sur l'occasion. Tout simplement parce que, comme je vous le dis, on s'est peu soucié des intérêts de ce qui doit se faire dans la 19e, dans la 20e circonscription. Dans la 19e circonscription, dans la 20e. Je suis amer lorsque je vous dis ça parce qu'on avait les moyens pour gagner. La 19e, vous avez fait une campagne de proximité. Pourquoi? Écoutez, nous avions fait une campagne de proximité contre un dinosaure qu'on appelle l'UPR, c'est-à-dire l'UP et le PRD. Alors que ce devrait être le contraire. Vous avez des renforts, mais vous les oubliez, vous les laissez tomber, vous ne voulez pas. Malgré cette alliance, les démocrates ont quand même fait fort dans cette circonscription électorale-là. Mais vous aviez dit tout à l'heure que nous avions fait une campagne de proximité qui nous a permis de sauvegarder les meubles. Si nous n'avions pas fait cette campagne de proximité, je crois qu'on n'aurait rien eu. On n'aurait rien eu. Alors, les performances de l'UP, le renouveau, qu'est-ce que vous en dites? Mais en ce qui concerne l'UP, le renouveau, ils ont travaillé. Non, je ne suis pas admiratif, mais on a constaté. Écoutez, ils sont à 53 députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Force est de reconnaître qu'ils ont fait ce qu'il devrait être fait, ce qui doit être fait. La discipline, on retrouve ça dans ce parti. L'organisation, on retrouve ça dans ce parti. La solidarité, on retrouve ça dans ce parti. Ces éléments sont forts pour aller, lorsqu'on est dans un parti. Ils ne pensent pas, au niveau de ce parti, ils pensent le parti, au lieu de penser à l'individu. Alors que chez nous, je vous ai dit tout à l'heure, chacun travaille pour l'objectif qu'il s'est fixé, l'objectif qu'il doit atteindre, et non l'objectif du parti. Mais est-ce que tout cela, à l'Union progressiste, le renouveau, n'est pas dû quand même au leadership bien entendu. À la rigueur imprimé dès le départ par M. Amoussou, Bruno, Abraham Zinouré, mais bien entendu, et la Suisse. Mais bien entendu, ils ont eu à la tête à un moment donné des sachants. Ils ont eu à la tête à un moment donné des gens qui ont fait leurs preuves, qui savent ce que ça veut dire, la gestion, la direction, la rigueur. Monsieur, permettez-moi de vous le dire. Alors, l'Union fait la nation. Non, l'Union fait la nation, oui. C'était à Moussou. Le PSD, c'était à Moussou. On ne devient pas homme politique parce qu'on est intellectuel. On ne devient pas homme politique parce qu'on occupe un poste ministériel. Non. Lorsque vous êtes un homme politique, ça veut dire que vous avez une expérience. Vous avez déjà fait vos preuves. Vous savez le faire. On ne devient pas homme politique parce que lors des élections présidentielles, en se présentant pour être candidat, on est homme politique. Non! Et c'est ce que nous avions vu. Quand vous prenez certains, je prends le cas de M. Koupak, je prends le cas même de M. Yahi, de M. Biotiane, qui, quand ils étaient candidats, ils avaient quelle expérience à l'époque? C'est vrai, vous me direz, Yahi est élu. Nous connaissons les conditions dans lesquelles il a été élu. Mais pour parler de la gestion maintenant d'un parti politique, l'expérience s'impose. On ne crée pas un parti qui disparaît après une élection. C'est ce que nous avions connu. Et on s'attache ce statut pour dire « je suis un homme politique ». Non, un homme politique, c'est le président Houmegui. Un homme politique, c'est le président Moussou Bruno, ainsi de suite. Voilà, c'est des références. Alors aujourd'hui, Jacques Migan,
Nous allons parler des performances de l'Union progressiste Le Renouveau, du Bloc républicain, votre formation politique, de Les Démocrates, ce parti politique d'opposition. Mais dites-nous, quelle est votre impression, ou vos impressions, j'allais dire, sur les performances obtenues par Mouel Béné, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin de Jacques Ayadi, du Mouvement populaire de libération MPL de Expérience Tébé, de Force Corée pour Bénin émergent FCBE de Paul Humpé et également de l'Union démocratique pour Bénin Nouveau IDBN de Colline Afiavi Prudencio. Vous savez, je disais tout à l'heure, les résultats du 8 janvier ont révélé la force de chacun. Il fallait ces résultats pour que chacun détermine, voit, je dirais, et voit sa force. Mouel Béné, d'aucuns disaient, avant les élections du 8 janvier 2023, qu'ils n'ont jamais été aux élections. Mais aujourd'hui, ils savent ils connaissent leur poids politique à travers ce que nous venons de vivre. Est-ce qu'on en parle? D'où ce qui est recherché à travers le système partisan des regroupements pour un grand parti politique. J'en ai parlé pour mon propre parti, qu'ils se fondent dans l'UPR, ou du moins les deux se mettent ensemble, l'UPR, pour que nous ayons un gros parti. Je dirais la même chose en ce qui concerne Mouel. Et je dis la même chose avec l'UDBN. Je crois que ces élections du 8 janvier 2023 ont ouvert les yeux aux uns et aux autres pour que nous allions au grand parti politique. Je souhaite, pour la mouvance présidentielle, que nous puissions avoir un grand parti composé de l'UPR, le Renouveau, du Bloc républicain, de l'UDBN, de Mouel. Pour l'opposition, ça les regarde. Les démocrates peuvent se mettre ensemble avec Foscori.Béné émergent. Pourquoi pas? Je ne peux pas parler en leur nom. Je suis de la mouvance. Je vous ai dit ce qu'il en est à partir des résultats du 8 janvier 2023. J'ai dit, les résultats de mon parti ne sont pas satisfaisants. Je vous ai dit pourquoi. Je vous ai expliqué les conditions dans lesquelles nous sommes arrivés à 28 députés, alors qu'hier nous étions à 37. Je vous ai dit pour gagner et pour faire fort, comme on le dit, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Et nous avons un parti qui montre ce qu'on appelle un véritable parti politique. J'entends par là l'UPR. Je ne suis pas membre de l'UPR, mais ce n'est pas parce que l'UPR réussit ou fait bien que je vais me taire et ne pas apprécier ce qu'ils font. Si ce qu'ils font peut servir de leçon, mais pourquoi ne pas s'en inspirer? C'est ce que je suis en train de dire, Monsieur Kader. Si c'était nous, je dirais à l'UPR, rejoignez-nous. Or, je vous ai dit tout à l'heure comment nous fonctionnons au niveau du Bloc républicain. Si tel est que nous devons continuer sur ce terrain-là, les résultats sont là. Nous avions perdu en 2020, en 2019, nous avions perdu en 2020, nous avions perdu en 2023, mais tirons les leçons. Et les premiers à tirer les leçons, c'est la direction. Ensuite, nous-mêmes, membres du bureau politique, il faudrait que nous nous remettions en cause. Ça veut dire que nous avions échoué. Nous avions échoué. Osons le dire. Et le secrétaire général, j'ai lu la fin de son discours hier, lorsque la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats. Je ne l'ai pas sous les yeux. Si nous décortiquons ce paragraphe de son discours, tout y est. Lui, ça veut dire implicitement, lui, la même a reconnu qu'il y a problème. Débat de fond suppose qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que ce n'est pas ce qui devait être. Alors, Jacques Mégan, aujourd'hui, le plus urgent, c'est la composition du nouveau Parlement dont les différentes formations politiques, tout est déjà clair, mais la composition du nouveau bureau de l'Assemblée nationale du pays. On se demande qui va prendre la présidence, qui pourrait être président du prochain Parlement au regard des figures emblématiques que nous avons au sein de l'Union progressiste de Renouveau. Il a déjà prédit que sur cette formation politique, il va prendre la présidence de l'Assemblée nationale. Vous, en tant qu'homme politique averti, du haut de votre âge, quand même, qui n'est pas des moindres, vous avez vu quand même des générations passées, vous avez vu des législatures passées, vous avez vu des législatures et des bureaux se composer. Selon vous, qui pourrait être le président de la 9e législature? Et quel est votre souhait? Mon souhait ne se discute pas. Mais c'est le parti majoritaire. Il sortira du parti majoritaire. Mais qui?
ici revient à ce parti de désigner celui qui sera le président. Ils peuvent reconduire celui qui est là, puisqu'il a été élu, comme ils peuvent en décider autrement. Ça regarde le parti UPR, le Renouveau. Et le BR est tenu de les soutenir, puisque nous sommes de la mouvance. Ça regarde le parti majoritaire. Mais lorsque je prends Jacques Migan et que je le dépouille de sa toge de militant, de membre du bureau politique du Bloc républicain, et que je prends le Jacques Migan ardent défenseur, soutien indéfectible du président Patrice Talon, des réformes sont encore également en vue. Le chef de l'État, lors de la présentation de vœux au corps constitué, a évoqué également des réformes pour le secteur des médias. Selon vous, qui peut prendre la présidence pour véritablement conduire de mettre les destinées de ce Parlement-là au regard de la nouvelle donne qu'est la présence de les démocrates, qu'il ne faut pas minimiser, même si on estime qu'ils sont 28. Je vais vous répondre sincèrement, ça ce n'est pas une langue de bois. L'homme qui peut être là, c'est l'homme que le parti, l'UPR, le Renouveau, aurait décidé. Moi, je ne peux pas, puisqu'ils ont des critères. Ils se connaissent. Moi, je ne les connais pas. Oui, mais Jacques Migan connaît les je les connais. Élus. Je vous dis, je les connais. Nous avons Gérard Benouchi, nous avons le président sortant Louis Vlavonou, nous avons le professeur Joseph Diogouinou. On ne sait pas s'il va rester ou il va céder sa place à Rodin Aladati. Alors, on regarde déjà de ces quelques figures, selon vous. J'avoue, si c'était mon parti, je vous dirais tout de suite qui peut l'être. Si c'était mon parti qui était là, je vous dirais soit ça peut être Malik Gomina, soit M. Adambi. Donc vous souhaitez que Malik Gomina soit membre du bureau? Non, Malik, je vous dis soit celui que nous appelons affectueusement le gouverneur, c'est-à-dire Barthélémy Kassa. Barthélémy Kassa. Mais nous avons des compétences. Si vous me parlez de moi, je vous dirai tout de suite, nous avons le ministre Oussou, nous avons Kassa Barthélémy, qui a fait un score merveilleux dans son département, que je salue, un travail de maître qui a été fait, que je salue. Et je m'incline. Je salue le maire de Djougou. Je salue celui qui a sauvé les meubles dans la 8e circonscription. Je salue M. Adambi, le ministre Adambi. Je crois que ceux-là ont des potentiels pour être demain. Si on me dit dans mon parti qui peut l'être, c'est ceux-là qui sont élus députés. Je dirais, ça peut être soit le gouverneur, Kassa, ça peut être Malik Gomina, ça peut être Adambi, pour ne citer que ceux-là. Est-ce que vous souhaitez que le BR soit inclus dans le bureau? Mais bien entendu, bien entendu. Mais écoutez, nous n'allons pas accompagner l'élection du prochain président de l'Assemblée nationale qui sera à coup sûr de l'UPR et ne pas faire partie du bureau. Ça, c'est... Et puis la jurisprudence voudrait que, l'opposition y soit. Si l'opposition doit être dans le bureau, conforme à la jurisprudence, c'est normal que le Bloc républicain en fasse partie, Monsieur Kader. Donc, nous occuperons, nous serons dedans. Et nous serons dedans, et il faut des hommes qu'il faut pour accompagner ce bureau dans son fonctionnement, qui iront dans son fonctionnement dans l'intérêt, je dirais, du développement. Parce que la huitième, je continue à le dire, la législature a fait un travail formidable. Et il faudrait maintenant que la 9e aille encore plus loin. Oui, parce que quand vous prenez la révision avec tout ce que ça comporte. À la 9e législature, vos espérances? Mes espérances, c'est qu'ils aillent plus loin que ce qui a été fait par la 8e. Parce que le Bénin est en chantier. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et surtout, beaucoup de choses à faire. Nous avions commencé et beaucoup aujourd'hui applaudissent ce qui se fait au Bénin. Je vous ai dit tout à l'heure que les résultats constituent la vitalité de notre démocratie. Et il faudrait maintenant qu'ils aillent encore dans un pas supplémentaire pour cette démocratie qui grandit tous les jours. Alors que les gens, le détracteur disait que la démocratie a disparu aujourd'hui. Alors Jacques Migan, nous allons pression vers la fin de cet entretien. 2023, c'est bouclé aujourd'hui. Chaque parti politique va se remettre en ordre de bataille parce que 2026, c'est tous les enjeux qui s'imposent là. Et déjà, les gens préparent 2026. Des commentaires se font de part et d'autre au niveau des partis politiques, au niveau des acteurs politiques les plus osés, notamment sur la candidature du président Patrice Talon. Nous avons
l'un des vôtres, Bertin Korovi, qui est membre du parti politique Bloc républicain, qui souhaite ardemment une candidature du président Patrice Talon en 2026. D'autres également, bien évidemment, souhaitent également cette candidature. Certains estiment qu'une révision constitutionnelle est également possible pour qu'on puisse revoir Boni et Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2026. Vous, en tant que juriste de formation, au regard de votre lecture que vous avez de la Constitution du Bénin, est-ce que c'est possible que Patrice Talon soit candidat en 2026? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une possibilité que Boni soit candidat en 2026? Et est-ce que c'est véritablement possible que la loi soit révisée à cet effet? Monsieur Kader, je vais vous dire, il ne me revient pas à moi de dire si M. Yahi pourrait être candidat après une révision. Il ne me revient pas non plus à moi de dire si le président Patrice Talon doit l'être. Il revient à la Constitution du Bénin de se prononcer sur le cas. C'est vrai, comme vous, j'entends beaucoup de gens dire « Nous voudrions que le président Patrice Talon continue ». Et surtout dans nos villages, dans nos quartiers, ils sont nombreux à le dire. Mais nous avons la Constitution en son article 44, si mes souvenirs sont bons, je ne sais pas si je l'ai là, oui. Il faudrait se coller aux tests. Que disent les tests? Je prends l'article 44 de la Constitution qui est clair là-dessus, que pour être candidat, c'est nul, permettez-moi. Plus de deux mandats de sa vie. Nul ne peut être accompli 2 mandats de sa vie. L'article 44 a déterminé les critères. C'est important. Et dit ceci, nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République. Je saute les autres alinéas. S'il est âgé d'au moins 40 ans révolus et au plus 70 ans révolus à la date d'entrée en fonction. Donc, s'il se confirme que le président, est-ce que le président Patrice Talon aura en 2026, est-ce qu'il pourra toujours répondre à ce premier alinéa dont je viens de parler? Ce critère. Ce critère. La réponse est oui. Mais l'alinéa qui suit, dit tout de suite, a été élu 2 fois président de la République et a exercé comme tel 2 mandats. Donc, l'exclut. En même temps qu'il dit, 70 ans, il ne l'aurait pas, donc il le peut, mais ayant exercé 2 mandats, il ne le peut point. Il en est de même en ce qui concerne le président Boni. Donc, la Constitution les écarte, l'un et l'autre. Surtout, l'alinéa a été élu 2 fois président de la République et exercé comme tel 2 mandats. On est d'accord. Mais, ce que je voudrais vous dire, voilà ce que prévoit la Constitution. Il ne peut pas. Mais ces 2 alinéas ont été insérés dans la Constitution en 2019. Donc, ça veut dire que la haie n'est pas immuable. C'est les hommes. S'il doit y avoir changement, tout dépend des députés. Soit les députés, soit le peuple, à travers un référendum. Les 4/5e, s'il se confirme qu'à l'Assemblée nationale, les partisans de Boni, les partisans de la mouvance du président Patrice Talon estiment qu'ils pourraient revoir la Constitution pour leur permettre d'être candidats, ça peut se décider à leur niveau. Parce que vous avez cité d'un côté le président Boni, vous avez cité d'un côté le président Patrice Talon, et je vous ai dit tout à l'heure que c'est en 2019 qu'on a révisé. Si la révision peut se faire, puisque tout est une question politique, si la politique le permet, en disant, à compter de ce jour, nous voudrions qu'il y ait ceci, que cela se passe, il revient aux députés de le décider. Mais pour que les députés le décident, nous avons encore, en ce qui concerne la révision, il faut que des critères soient remplis. Nous avons l'article 154. Pour la prise en considération, il faut les 3/4 des membres composant l'Assemblée nationale. Ce n'est pas encore clair, c'est-à-dire pour qu'on puisse dire est-ce que Yahi Boni, est-ce que le président Patrice Talon pourrait être candidat. Tout est possible, hein. Si les 3/4 sont d'accord, donc la prise en considération se ferait. Maintenant, de 2 choses l'une. L'article 152.5 dit ceci, la révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum.
Donc, si c'est acquis en vertu de l'article, la considération est acquise en vertu de la 154, on va là, au référendum. Le peuple en décide. Le peuple peut dire, nous changeons. Nous ne voulons pas. Nous voudrons que le président Patrice Talon continue. Nous voulons que le président Boni Aïe redevienne. Mais c'est à eux de décider. Pas un référendum. Ou encore, si tel est que les deux partis, et de la mouvance et de l'opposition, voudraient le faire au niveau de l'Assemblée nationale, il faut qu'ils aient la majorité des 4/5 des membres de l'Assemblée nationale. Les 4/5, c'est combien? Nous le savons. Les 3/4, c'est 81, disons 82 députés pour la prise en considération des députés. 81, disons 82, c'est possible. Maintenant, s'ils veulent réviser au profit de l'un ou de l'autre, ou des deux, il faut qu'il y ait la majorité des 4/5. La majorité des 4/5, c'est 428. S'ils ont 428 députés qui acceptent de faire le job au niveau de l'Assemblée nationale, c'est réviser pour leur permettre de revoir l'article 44 pour qu'ils soient candidats. Comme le peuple aujourd'hui, je dis, comme vous, ce que vous venez de le dire, tout le monde veut que le président Patrice Talon continue. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous allez dans les villages, vu ce qu'ils obtiennent, l'accès à l'eau potable, l'énergie, avec tout ce que ça comporte. Il veut que ça continue, qu'on transforme leur ville, qu'on transforme leur bien-être qui est en train de se transformer. Je les comprends. Mais il ne me revient pas, moi, Jacques Migan, ici, là, de décider. De toute façon, on va suivre de très près l'installation de la nouvelle législature et probablement on va revenir après. On reviendra après, M. Kader, pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Avant, dernière question pour conclure cet entretien. J'avais envie de vous poser la question de savoir quel est votre regard critique sur la gouvernance Talon. Vous savez, en ce qui concerne le président Patrice Talon, je vais vous dire sincèrement, il y a deux choses. En dehors de ce que j'apprécie, il y a la communication. La communication, je le dis, je le répète toujours, il ne revient pas au président Patrice Talon après avoir posé les actes, après avoir réformé, après avoir réalisé, après avoir fait, de faire encore le tour pour expliquer aux uns aux autres. La communication doit suivre de nous tous, qu'ils soient députés de la mouvance, et ne pas attendre la veille des élections pour commencer à aller à gauche, à droite. Et encore, les membres du gouvernement, un travail qui doit se faire. Et nous-mêmes, les leaders d'opinion ou les leaders de partis politiques, nous devons systématiquement prendre le relais pour communiquer, communiquer, communiquer. Je parlais de villages tout à l'heure. C'est parce que je vais dans les villages que j'ai écouté ce que disent les villageois. Nous voulons qu'ils continuent. Cette communication, nous devons la faire au niveau de la mouvance. Et cette communication nous fait défaut. Et je voudrais à ce niveau que le président Patrice Talon revoie sa communication. Elle est importante. Et vous savez ce que veut dire la communication pour le politique. La communication pour les actions du gouvernement. La communication, elle doit se faire tous les jours. La deuxième chose, je souhaiterais, puisque le président Patrice Talon a commencé, il a dit, lorsqu'il a prêté serment pour son deuxième mandat, le hautement social, s'il peut réhabiliter ces travailleurs qui, à un moment donné, ont perdu leur travail. Surtout que, aujourd'hui, quand vous allez à la zone industrielle, il se crée des emplois. 6 000 bientôt, 4 000, 2 000. Mais écoutez, il faut, à travers une formation, permettre à ceux-là, s'il est possible qu'ils reprennent leur activité, c'est des pères de famille. C'est une doléance. Si on peut les réhabiliter, si on peut les récupérer, si on peut les reprendre pour qu'ils retrouvent la dignité d'homme. Je le veux. Et je ne vous le cacherai pas. Maintenant, en dehors de ces deux points, réhabilitation, communication, qu'il continue dans le développement, qu'il ne change point du tout sa vision, surtout qu'il vient de démontrer au peuple, à travers ces élections, qu'il a gagné. C'est lui qui a gagné. Osons le dire. C'est le président Patrice Talon qui a gagné. La démocratie a gagné. La nation a gagné. Mais qui a insufflé tout cela? Ce n'est pas lui. Le système partisan, c'est tombé du ciel. Le code électoral, avec tout ce que nous avons, que nous utilisons aujourd'hui pour organiser quatre élections importantes, l'entrée des démocrates à l'Assemblée nationale. Donc, je vous dis tout de suite
qu'il continue, qu'il ne chante point d'un iota. Et j'en profite en même temps pour remercier sincèrement tous ces cadres qui l'accompagnent à divers niveaux, dans les agences, dans les institutions, et qui font un travail de maître. Tous ces responsables, à divers niveaux, je dis, qui accompagnent le président Patrice Talon dans les réalisations de tout ce qui se passe. Leur abnégation. Et je ne sais pas, c'est nouveau. J'ai fonctionné, j'ai travaillé aux côtés d'un chef d'État, je le dis, c'est le jour et la nuit. Vous ne pouvez pas être aujourd'hui responsable d'une institution, d'une société, de l'État, et ne pas rendre compte. Résultat, obligation de résultat, obligation de compte rendu. C'est systématique avec le président Patrice Talon. C'est la rigueur. Et quand vous n'êtes pas l'homme qu'il faut pour être là où il faut, mais c'est vite fait. Donc c'est pour ça que je remercie le président Patrice Talon de ces choix qu'il a fait, de ces hommes qu'il a fait et qui savent les objectifs à atteindre. Et ils atteignent, ils font du beau travail. Je peux les citer, mais ce n'est pas le lieu. Merci à vous, Jacques Migan. Merci, c'est la fin de cet entretien. Vous êtes un habitué de ce plateau. Vous allez regarder droit dans la caméra et vous adresser à vos sympathisants qui ont bel et bien voulu suivre cette émission. Nous sommes à l'orée d'une année nouvelle. Vous allez leur formuler quand même vos voeux. Bien entendu, j'aurais dû commencer par là. Prospère, merveilleuse et pris d'événements heureux. Mais écoutez, je souhaite à tous mes compatriotes une bonne année bénie, une année glorieuse, une année de santé, de bonne santé, de paix et de prospérité. Et pour mon pays, une année de prospérité et une année de paix. Et je voudrais rajouter ceci, que les élections, comme nous venons de les réaliser, dans la paix, comme si nous avions montré au monde entier que la démocratie béninoise est réelle et qu'elle n'a pas disparu, comme l'ont dit certains de nos détracteurs. Je m'en réjouis. Je voudrais dire ici également que les démocrates, en entrant à l'Assemblée nationale, ça renforce cette démocratie qui a mûri, cette démocratie qui a fait les choses au mieux. Et je souhaite, pour mon parti, que nous changions de cap et que nous fassions en tenant compte des réalités, des difficultés, des problèmes que nous rencontrons. J'ai dit, et je le confirme, de deux choses l'une. Ou bien le parti demeure avec un changement à sa tête. J'ai cité des noms qui pourraient faire le job. J'ai cité le gouverneur Kassa, le maire, député aujourd'hui Malik Gomina, le ministre Adambi. J'ai cité le ministre Woussou, tout ce monde qui pourrait faire le job. Oui, parce que notre direction a failli. Nous avions failli. Et je dirais également, si nous ne pouvions pas le faire, pourquoi ne pas aller à fusion avec le Bloc et l'Union, l'UP fait le renouveau, l'Union progressiste le renouveau, pour former un grand parti avec l'UDBN, Moël, l'UP le renouveau et le Bloc républicain. Tout est possible et c'est le moment de le faire. Et enfin, je tire un chapeau à l'homme qui est aux responsabilités et au cadre qui l'entoure, j'entends par là le président Patrice Talon et tout le monde qui l'entoure. Et je dis avec force que la communication doit être renforcée. Et nous devons aller dans les villages, un peu partout, pour porter la bonne nouvelle à nos populations. Et enfin, la révision, je vous ai dit, conformément à la Constitution qui existe aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais la Constitution, c'est les hommes. C'est une action politique. C'est une affaire politique. Si les politiques le veulent, oui, la Constitution pourrait être révisée comme vous l'avez souhaité pour permettre à tous ceux que vous avez cités d'être candidats. Voilà ce que je peux vous dire. Merci à vous, Jacques Migan. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que le bâtonnier, membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain, à l'entame de ses propos, a tenu à avoir une pieuse pensée pour Carmel Zossou, qui est décédé très récemment. Pour lui, il a fait savoir sur ce plateau qu'il ne l'oubliera jamais et
et il a dédié cette émission à la mémoire de l'illustre disparu. Interrogé sur les résultats obtenus à l'issue des élections législatives du 8 janvier dernier, pour lui, ces résultats sont la consécration de la réussite des réformes engagées par le régime du président Patrice Talon. Pour lui, aujourd'hui, il existe 3 partis politiques sur la scène politique au Bénin, à savoir l'Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau, le Bloc républicain BR et puis les démocrates LD. Les résultats donnent 81 députés pour la mouvance présidentielle et 28 pour l'opposition. Et donc pour Jacques Migan, il ne serait question d'un vote sanction car pour lui, c'est Patrice Talon qui en sort gagnant. Satisfait à la vitalité de la démocratie, note Jacques Migan au cours à l'issue de ce scrutin. Pour lui, la démocratie, après ce scrutin, continue de mûrir et il en est très ému. Il a salué au passage la 8e législature pour le travail abattu. Il souhaite qu'au sein de la 9e législature, il puisse avoir des débats constructifs pour le développement harmonieux des populations béninoises. Il a été interrogé sur les performances obtenues ça et là dans certaines circonscriptions électorales. Il a fait savoir que dans la 16e circonscription électorale, notamment à Cotonou, c'est une question de langage et donc les acteurs politiques positionnés n'ont pas eu le langage qu'il fallait, le langage de Cotonou, pour obtenir véritablement les sièges nécessaires pour quand même battre plus ou moins peu l'opposition qui a quand même été lead dans cette circonscription électorale et environ. Un travail de proximité n'a pas été fait, a déploré Jacques Migan sur ce plateau. Pierre qui roule n'amasse point mousse, a-t-il lancé à maintes reprises pour illustrer son argumentaire. Il a parlé également de la 19e circonscription électorale. Il a fait savoir qu'au Bloc républicain, des frustrations et des rejets, notamment après la publication des listes de candidatures, ont été également des éléments de la performance obtenue qui est quand même déplorable. Et la méthode de campagne également est déplorable selon Jacques Migan. Pour lui, les meetings avec les mêmes militants partout au niveau de toutes les formations politiques ne sont pas des activités fructueuses politiques. Les résultats du BR ne sont pas satisfaisants, a-t-il laissé entendre au cours de cette émission, car pour lui, parti de 37 députés à 28, pour lui, c'est un déclin. Il y a eu trop de divisions entre nous, a-t-il affirmé d'un ton grave. Nous n'avons pas de ligne claire, pas de discipline. La direction est mouvante, a lâché sur ce plateau Jacques Migan, qui souhaite aujourd'hui la démission du secrétaire général national du Bloc républicain et toute l'équipe qui l'entoure, notamment y compris lui-même. Au cas échéant, il souhaite que le Bloc républicain se fonde dans l'Union progressiste Le Renouveau pour créer un parti politique plus fort. Il a dit plus loin dans ses propos qu'il souhaite d'ailleurs que la mouvance présidentielle puisse avoir un grand parti politique composé de l'UP Le Renouveau, du BR, de l'UDBN et de Mouel Bénin, car pour lui, ainsi, la mouvance présidentielle aura un parti véritablement fort qui pourra quand même avoir des performances élogieuses à l'issue des scrutins à venir. Le 8 janvier, selon lui, a révélé la force de chacun dans son entité politique et donc pour lui, il n'y a plus de question de démontrer ce que vaut chacun car les chiffres sont là et ne peuvent pas mentir. Il a martelé et invité les uns les autres à la mise ensemble, c'est-à-dire un parti politique composant UP, Le Renouveau, BR, UDBN et Mouel Bénin. Nous avons échoué au Bloc républicain, a-t-il laissé entendre. Pour lui, le président sera issu d'une majorité, du parti majoritaire, le président de l'Assemblée nationale 9e législature. Il a salué les réformes, les performances obtenues par les leaders du Bloc républicain, notamment Barthélemy Kassa, Malek Seibou Gomina et Sam Seydou Adambi. Pour lui, les scores obtenus par ces leaders sont des scores quand même louables et donc pour lui, il faut les louer et donc il faut les encourager pour davantage obtenir davantage plus. Les espérances pour la 9e législature de Jacques Migan ont été évoquées sur ce plateau. Pour lui, s'il doit avoir révision de la Constitution, tout dépend de leur niveau, notamment des députés. Et également, selon lui, c'est une question politique. Et au cours de cette émission, il a eu à évoquer les passages de la Constitution qui encadrent les candidatures pour l'élection présidentielle et également les conditionnalités dans lesquelles le vote pour la révision de la Constitution est possible. En fin d'émission, il a eu à évoquer quelques souhaits à l'égard du président Patrice Talon pour que la gouvernance soit davantage plus performante, davantage plus acceptée et davantage plus porteuse d'avenir et d'espérance. J'espère que j'ai été récapitulatif de vos propos. Vous avez été récapitulatif, mais en ce qui concerne le chef de l'État, la communication et la réhabilitation des travailleurs qui n'y sont plus. Vous y tenez vraiment, oui. C'est ça que vous avez tenu à le préciser. Merci à vous, Jacques Migan, merci à vous, chers amis internautes. Ainsi, pour fin, l'invité de ce dimanche, portez-vous bien, belle suite de journée dominicale en compagnie de programme télé sur ESAE TV.